Bonjour au présent, on va attendre quelques minutes le temps que les personnes se connectent et puis on commencera dans quelques instants. Bon, et bien on va commencer et puis les autres personnes nous rejoindront en route. Alors pour donner quelques informations sur... alors déjà, merci d'être présent. C'est le premier webinaire qu'organise Ecotech Ceram en 2021. On avait organisé, pour ceux qui étaient présents, on avait organisé fin d'année 2020 l'inauguration d'une solution technique, l'EcoStock, euh, en compagnie de l'ADEME et d'autres intervenants. Donc voilà, donc là, on a décidé de lancer un peu une série de webinaires qui vont tourner autour de la chaleur décarbonée. Et on va un peu décomposer la chaleur décarbonée en différents axes. Et aujourd'hui, donc, on va parler de sobriété énergétique. Et donc, on a avec nous Loïc Offrère, qui est un expert dans ce domaine-là, qui va vous faire une présentation tout à l'heure sur le réglage des brûleurs. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pour donner quelques infos, nous, alors ce webinaire va être enregistré et le lien de diffusion vous sera transmis à la suite de l'événement. Vous avez également la possibilité de poser des questions. Donc, sur votre barre d'outils Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit encadré qui s'appelle Q et R. Et vous pouvez cliquer dessus, poser vos questions, voter pour les questions des uns et des autres. Et puis, on va participer à la fin à cette session de questions-réponses dans lesquelles on va faire parvenir vos questions à l'intervenant le plus compétent. Donc, pensez à dire à qui vous voulez poser votre question, qu'on sache un peu mieux. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais laisser la main à Gaëtan Mandago, qui est le directeur commercial d'Ecotech Ceram. Merci Alex, merci, bonjour à tous. Donc moi je vais juste te donner un peu le contexte avant que Loïc nous présente ses solutions. Donc en fait on est parti d'un constat en trois phases. Si tu veux bien avancer Alex. Donc on a regardé, en fait on a fait le constat bien sûr que vous connaissez tous des modes de consommation actuels, donc à partir des énergies fossiles, nucléaires, d'énergie renouvelable, et comment cette énergie est consommée avec un diagramme de Sankey. Et on a constaté qu'effectivement, 50% de l'énergie consommée l'était sous forme de chaleur. Donc ça, c'était un premier constat à partir de la représentation des flux d'énergie. Le deuxième constat qu'on a fait, c'était que même si, quand on regarde les évolutions de consommation d'énergie de l'Agence internationale de l'énergie, on voit une diminution progressive de l'impact des énergies fossiles, il y aura encore beaucoup d'énergie fossile consommée dans les prochaines années.
on voit jusqu'à 100 millions de barils de pétrole extraits, raffinés, distribués, consommés chaque jour. Donc, c'est énormément de pollution, de CO2, de gaz à effet de serre émis. Maintenant, nous, on a vu ces deux constats-là. On a essayé de trouver des solutions, effectivement, pour trouver des énergies décarbonées, mais on a essayé de trouver des solutions qui soient réalistes et puis économiquement viables. Donc là, on s'est intéressé à deux autres choses que sont le e-ROI et le payback time. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le e-ROI, c'est l'énergie produite sur l'énergie consommée. C'est-à-dire, par exemple, avec un baril de pétrole, je vais extraire 40 barils de pétrole en Arabie Saoudite. Par contre, avec un baril de pétrole, je vais extraire que 4 barils de sable bitumeux tout en haut à droite. Je parle de la courbe qui est à gauche, au Canada. Donc, les différents calculs ont montré que l'e-ROI devait être systématiquement au-dessus de 8. Donc, c'est là où on s'est intéressé, c'est-à-dire entre les deux pointillés. Donc, nous, on a regardé à développer des solutions pour permettre de générer cette énergie sans avoir à produire, sans avoir à utiliser trop d'énergie. On a regardé un deuxième phénomène qui est le payback time. Ça, c'est surtout important pour les panneaux solaires énergie renouvelable, c'est-à-dire le temps de retour sur investissement soit inférieur à la durée de vie des équipements. Et quand on combine ces deux courbes, donc ces deux notions, c'est-à-dire c'est la courbe de droite, on retrouve effectivement les solutions très onéreuses ou très énergivores pour produire l'énergie, telles que l'éthanol, les sables bitumeux dont j'ai parlé tout à l'heure, et tout en haut à droite de la courbe, les solutions dites classiques, conventionnelles, mais peu gourmandes en énergie, telles que les champs historiques de pétrole et de gaz. Et on a ajouté à ça donc des solutions, on a parlé de l'éco-stock, c'est une de nos solutions, mais de manière générale, la récupération de chaleur fatale, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique s'inscrivent totalement là-dedans. Donc, à partir de ce constat-là, on voit qu'effectivement, la chaleur la moins carbonée, c'est bien sûr celle qu'on ne consomme pas. Et c'est dans cette logique-là, suite à ce constat-là, que vont s'inscrire la série de webinaires qu'on va vous présenter. Donc, je te repasse la main, Alex. Ah, donc, Alors, pardon? vas-y, c'est à toi, c'est à toi. Ah, ok, ok. Alors, en fait, donc on a un peu décomposé ça en trois axes, sachant que les deux premiers, donc la sobriété et l'efficacité, ce sont des axes sur lesquels on parle de consommation d'énergie, et le renouvelable, on parle de production. Alors, dans un premier temps, on parle de sobriété, donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, euh, avec le réglage des brûleurs, mais en gros, la sobriété, c'est prioriser les besoins énergétiques essentiels dans les usages individuels et collectifs. Donc, on peut prendre par exemple éteindre les vitrines des magasins la nuit, éteindre les lumières des bureaux qui sont inoccupés, etc. Ensuite, on parle d'efficacité énergétique. Là, on va plutôt être dans la réduction de la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire un besoin. On parle de l'isolation des bâtiments, l'amélioration des rendements de certains appareils électriques, mais on va aussi parler dans nos webinaires, on va parler d'échangeurs, de stockeurs, et on va aussi présenter des retours d'expérience avec l'ADEME pour voir un peu où en sont leurs projets par rapport à ce qui était attendu. Et puis enfin, les énergies renouvelables, donc privilégier évidemment la production d'énergie renouvelable pour un développement plus durable. Donc là, on parlera de Power to Heat et d'intelligence artificielle. Et enfin, tout ça, c'est réalisable évidemment si nous avons des méthodes de financement, des solutions à apporter à l'industrie, parce que sans solution de financement, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, on va être sur un rythme de un webinaire par mois qui seront organisés chaque mardi, chaque premier mardi de chaque mois plutôt, avec bien sûr une pause pendant le mois d'août parce que tout le monde sera en congé. Alors, comment on accompagne l'industrie dans le processus qu'on vient de présenter? Donc, nous, on se positionne un peu comme un fournisseur de solutions clés en main. Donc, on va apporter des solutions à chacune des étapes
du projet. Donc, on commence toujours par un prédiagnostic. Donc, c'est un peu notre sobriété à nous, c'est qu'on offre donc ce prédiagnostic. Donc, c'est d'ailleurs, le lien du prédiagnostic vous sera donné dans le chat du webinaire. Donc, vous pourrez y accéder, le remplir. Ça prend 5 minutes et vous pouvez avoir une première idée de ce qui est de la valorisation de votre gisement de chaleur fatale. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a des étapes d'études de faisabilité plus détaillées avec des audits énergétiques et autres qui sont bien sûr subventionnés par l'ADEME, notamment par l'ADEME en fait. Et ensuite, on arrive dans l'installation des solutions comme l'éco-stock ou d'autres solutions qui sont subventionnées également par le fonds chaleur et par beaucoup de subventions. Il y a des enveloppes de plusieurs millions d'euros qui sont alloués à des projets. Donc, l'argent est présent, on n'attend que les projets. Et puis enfin, s'occuper de la maintenance et des opérations. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller chercher des bénéfices pour les clients qui soient de rentabilité, d'efficacité et bien sûr de respect de l'environnement. Parce que si on a tout le reste, mais pas ça, on s'est un peu trompé de solution. Alors, nous, on met un peu l'expertise de notre entreprise au service de l'industrie. On a différents ingénieurs et docteurs, des techniciens, des personnes qui ont effectué des thèses, des publications scientifiques, et on a des technologies, du moins une technologie qui possède aujourd'hui 5 brevets, qui a validé des business cases, qui a été lauréate de plusieurs concours d'innovation. Et donc ça, on y reviendra plus tard dans l'efficacité énergétique. Donc, pas le mardi du prochain mois, si, mardi du prochain mois. Donc, on y reviendra. Voilà, donc, et aujourd'hui, on a avec nous donc, Loïc Offrère qui travaille chez Labtech, qui est donc, docteur ingénieur en mécanique énergétique, qui a une très belle expérience dans l'industrie et qui va vous apporter un peu son expertise par rapport au réglage des brûleurs. Donc, c'est la thématique du jour. Donc, je vais laisser Loïc prendre la main. Vas-y Loïc, je t'en prie, j'arrête le partage de mon écran. Ok. Voilà, tu as lâché le partage? Oui, oui, c'est bon. Moi, c'est pas actif. Tu dois avoir un petit partagé en bas à droite. En principe, tu sélectionnes ton écran et en haut à droite ou en bas à droite, je ne sais plus, tu as une icône partagée. Oui, mais là, il y a un autre participant qui partage l'écran. Tu as toujours la main. D'accord. Étonnant. Euh, Non, je ne pense pas. Non, non, j'ai plus la main là. Ah ouais, non, mais moi, il me refuse. Il me refuse. D'accord. Alors, désolé pour le contretemps. On va essayer de régler ça. Ah, pardon. Effectivement, erreur de manipulation. Excusez-moi. Ça devrait être OK. Oui, il me semble. Désolé. Les joies du direct. Voilà. Donc, il me semble que là, normalement, vous avez mon écran. Oui, c'est correct. OK. Donc, bah, écoutez, bonjour à tous. Merci à ETC d'avoir organisé cette session. Donc, voilà, je m'appelle Loïc Offrère, Société Labtech. Donc, je travaille sur tout ce qui est mécanique des fluides, transfert thermique et combustion appliqué aux procédés dans l'industrie. Donc, finalement, beaucoup d'enceintes thermiques, beaucoup de brûleurs. Alors, brûleurs, mais brûleurs, torchères, un peu partout, il y a de la combustion. Aujourd'hui, on va parler de transfert thermique et de combustion. Donc, on va essayer de montrer le lien qu'il y a entre la combustion, les transferts thermiques et l'efficacité thermique.
Voilà, donc la finalité des installations, qui mettent en jeu de la combustion, la finalité des installations, c'est de transférer de la chaleur au produit. Finalement, on ne fait pas de la combustion pour le plaisir de faire du feu, on fait de la combustion pour transférer cette chaleur à une charge et la transférer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire au moindre coût, le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, si ce n'est pas pour transférer directement la chaleur, c'est pour détruire des composés. Et là, on va s'adresser davantage à tout ce qui est incinération. Encore que souvent sur les incinérateurs, derrière, on met des chaudières de récupération sur lesquelles, classiquement, on peut faire de la vapeur process. Donc en fait, c'est une chaleur qui n'est pas perdue, mais qui est réutilisée sur le procédé. Donc finalement, que ce soit sur des enceintes classiques ou sur des incinérateurs, on a toujours cette volonté d'avoir maîtrisé cette combustion et réaliser la combustion dans les meilleures conditions. Donc, toutes les installations sont candidates, hein. Ça peut être des fours de réchauffage, ça peut être des fours de fonderie, des fours de traitement thermique, de l'incinération, on peut faire du séchage. Et là, déjà, on voit que les niveaux de température ne sont pas forcément les mêmes entre un four de fonderie ou alors quand on fait du séchage chez les carriers, par exemple. Séchage, on va avoir température des gaz qui va être de l'ordre de 150-200 degrés, pas beaucoup plus. Et puis sinon, on peut s'adresser également aux chaudières, hein, fabrication d'eau chaude, fabrication de vapeur saturée, vapeur surchauffée. Et dans tous les cas, quelles que soient ces installations, les contraintes sont toujours les mêmes. Les contraintes pour les industriels sont toujours les mêmes. On demande toujours d'avoir de la fiabilité, de la qualité produit, de la productivité, tout en diminuant les consommations énergétiques et en diminuant les rejets polluants. Ça, ce sont des constantes, hein, on les retrouve chez tous les industriels. Donc, comment on s'y prend? Pour cela, il est nécessaire de maîtriser les installations, contrôler et améliorer. Alors, maîtriser les installations, justement, cette partie combustion, réglage de brûleur en fait partie, mais pas que. Maîtriser les installations, c'est aussi maîtriser les modes d'exploitation, maîtriser l'instrumentation, maîtriser le contrôle commande, avoir des conducteurs d'installation qui soient correctement formés, c'est-à-dire qu'il y a des bons comportements face à la machine. Donc cette notion de maîtriser va au-delà des brûleurs. Mais de toute façon, pour mettre en œuvre les brûleurs dans les meilleures conditions, il faut tout un background derrière qu'on va mettre dans maîtriser. Et puis ensuite, il faut contrôler. Alors pourquoi on va contrôler? Parce qu'on ne peut pas se permettre de gérer des installations en aveugle. C'est-à-dire qu'il faut faire des mesures sur les installations, donc soit ce sont des mesures de process, soit ce sont des mesures volantes que l'on va faire sur les installations pour détecter les dérives. Donc il faut réaliser régulièrement des contrôles, et là je ne parle pas du tout des contrôles réglementaires, hein, c'est du process, de façon à pouvoir améliorer, maintenir et améliorer les comportements des installations. Alors améliorer, là aussi, il y a un enjeu important. Alors de quoi on va parler quand on dit améliorer? Souvent, les installations, quand on va dans la sidérurgie, par exemple, ce sont des installations, des fours qui ont facilement 40 ans ou 50 ans, qui avaient été conçus à une certaine époque, avec un certain cahier des charges. Dans ce cahier des charges, la partie rejet polluant, la partie consommation était quand même beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. Et à l'époque, il fallait sortir des tonnes. Donc, il fallait sortir les tonnes 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on ne produit plus du tout de la même façon. Donc, la production, bien souvent, est à la baisse. La partie consommation, on doit réduire les consommations, on doit réduire les rejets polluants. Donc, on demande aux installations de cette époque de continuer à produire, mais avec un nouveau cahier des charges et avec beaucoup plus de contraintes. Donc, cette notion d'améliorer reste présente. Donc finalement, une fois qu'on a dit ça, on a dit que la finalité, c'était de faire du transfert thermique, hein, faire de la combustion pour chauffer, pour transférer de la chaleur à une charge. Donc parlons un petit peu des transferts thermiques. Donc les transferts thermiques, vous avez 3 modes de transfert thermique, hein, la conduction, la convection et le rayonnement. Donc la conduction, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la charge. La convection, ça va être quoi? Ça va être le transfert de chaleur qu'il va y avoir entre un fluide qui va s'écouler sur la charge. Entre un fluide et la charge, ce fluide qui va s'écouler sur la charge. Donc déjà, quand on commence à parler de ça, on commence aussi à introduire la notion de maîtrise des écoulements de produits de combustion à l'intérieur des installations. C'est ce qui va générer la partie convection. Donc pour améliorer la convection, pour arriver à gérer au mieux cette partie convection,
ce qui va mettre en œuvre les fluides à l'intérieur des installations. Ça peut être des turbines de brassage dans certains cas, mais majoritairement, ça va être les brûleurs, c'est-à-dire l'impulsion qui est donnée au niveau des brûleurs va engendrer des profils de vitesse, des écoulements de produits de combustion dans l'installation, et c'est la maîtrise de ces écoulements, donc quelque part aussi la maîtrise de la combustion, c'est-à-dire de la puissance qui est dissipée au niveau des brûleurs, par exemple, qui va permettre de maîtriser cette notion d'écoulement et la partie convective. Et puis ensuite, on a, comme type de transfert thermique, le rayonnement. Donc, quand on parle de rayonnement, on parle de quoi? Alors, on parle du rayonnement de la flamme, oui, d'accord, mais on parle surtout du rayonnement des produits de combustion. Donc, en fait, ce qui va chauffer la charge dans une enceinte, c'est principalement le rayonnement des produits de combustion. Et plus précisément, ce sont les molécules de CO2 et d'H2O qu'il y a dans les produits de combustion. Ce sont ces molécules qui vont rayonner. Donc là, on commence déjà à entreapercevoir qu'il y a une notion de chimie qui est importante. Comment est-ce qu'on va gérer ces molécules de CO2 et d'H2O pour qu'elles rayonnent le plus possible? Et CO2 et H2O, hein, ce sont les produits de combustion. Donc, c'est ce qui va sortir du brûleur. Donc voilà, on s'aperçoit que ces transferts thermiques, les trois transferts thermiques, finalement s'écrivent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont en fonction d'un coefficient d'échange qu'on va avoir ici, ils sont en fonction d'une surface d'échange, et ils sont en fonction d'un écart de température entre l'émetteur et le récepteur. Et évidemment, l'émetteur, ça va être la partie combustion, c'est-à-dire les produits de combustion, c'est ce qui va sortir du brûleur. Donc là, on voit se profiler de façon un peu plus cadrée, un peu plus nette. On voit se profiler les relations qu'il va y avoir entre la combustion et les transferts thermiques. Donc, continuons un petit peu plus dans cette exploration. La combustion, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut définir la combustion? Donc, la combustion, c'est une réaction chimique, réaction exothermique. Classiquement, on va écrire que la combustion, c'est du combustible plus du comburant qui vont réagir et ça va produire des produits de combustion et de la chaleur. Alors, parmi ces combustibles, ça peut être très varié. On a des combustibles gazeux, des combustibles liquides, des combustibles solides. Selon les industries. Ensuite, on va avoir du comburant. Le comburant, c'est quoi? Ça va être de l'air, au plus simple, hein, de l'air de combustion avec 21% d'oxygène. Cet air de combustion, il peut être à température ambiante ou alors il peut être préchauffé. Cet air de combustion, il peut être enrichi en oxygène. Et dans un cas extrême, ça peut être de l'oxygène pur. Et à ce moment-là, on va faire de l'oxycombustion. Et tout ça, ça va nous donner des produits de combustion. Les produits de combustion, ça va être principalement du CO2, de l'H2O, le ballast d'azote. Le ballast d'azote, c'est quoi? C'est l'azote qui est présent dans l'air de combustion, qui va rentrer dans le brûleur, qui va ressortir à la cheminée, finalement qui ne participe pas du tout à la combustion, qui ne participe pas au transfert thermique. On pourrait s'en passer, d'où l'intérêt dans certaines configurations de faire de l'oxycombustion. Mais en revanche, ce ballast d'azote qui met à disposition de l'azote qui risque de former des NOx, et là on va se retrouver confronté au problème d'émissions polluantes avec les NOx. Et donc dans ces produits de combustion, nous avons également de l'air, l'excédère, le fameux excédère qu'on va mettre au brûleur. Là aussi, excédère qui va gonfler, grossir le volume de fumée, donc augmenter les pertes aux fumées. Et en plus de ces produits de combustion, on va avoir de la chaleur. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser, c'est cette chaleur. Quel est le niveau de température de cette combustion? Comment est-ce qu'on va faire pour le transférer à la charge et le transférer dans les meilleures conditions? Donc voilà, ça c'est globalement comment expliquer la combustion. Là, vous voyez aussi qu'en termes de combustible, on a dit qu'il pouvait être solide, liquide ou gazeux. On rappelle que toutes les combustions se passent en phase gazeuse. C'est-à-dire que quand on a un combustible liquide, ce n'est pas le liquide qui va brûler. Le liquide va s'évaporer et c'est la phase gazeuse qui va pouvoir brûler. Quand on a un combustible solide, de la biomasse par exemple, il va d'abord falloir chauffer ce combustible solide, il va falloir le gazéifier, c'est-à-dire le pyrolyser, et ce sont les gaz issus du combustible solide qui vont pouvoir brûler. Et là déjà, on voit que finalement, un combustible qui est gazeux est déjà en bonne position pour brûler parce qu'il est déjà gazeux, alors qu'il y a des étapes supplémentaires à mettre en œuvre avec les combustibles solides et les combustibles liquides. Donc ça rajoute des étapes supplémentaires, ça complexifie un petit peu les choses,
Et ça pénalise un petit peu aussi la partie combustion et la conception au niveau des brûleurs. Donc, continuons un petit peu plus dans cette exploration. Là, nous avons deux images. Sur l'image de gauche, on a du feu, le feu qu'on connaît tous. Donc, c'est l'utilisation du feu par l'homme il y a 1,7 million d'années. Domestication du feu, c'était moins 800 000 à moins 400 000 ans. C'est-à-dire l'homme arrive déjà à créer son propre feu, plutôt que de le récupérer dans la nature après un incendie, par exemple. Et ce fameux feu d'il y a 1,7 million d'années, ben, vous avez une photo, hein, il ressemble à ça. Et c'est de la combustion, hein, c'est de la combustion, mais ça reste du feu. Sur l'image de droite, on a de la combustion dans une installation. Et là, on commence vraiment à parler de combustion et on commence à parler de combustion efficace. Donc, dans les deux cas, sur ces deux cas de figure, on a de la combustion. Sauf qu'à droite, c'est une combustion qui est maîtrisée. Donc là, ce qu'on voit, c'est un brûleur. Il y a de la combustion, mais on ne voit pas la flamme. C'est-à-dire que cette combustion que l'on voit à droite, en fait, ne rayonne pas dans le visible. C'est pour ça qu'on ne voit pas la flamme, alors qu'elle rayonne dans l'IR, dans l'infrarouge. Et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est ça qui va chauffer. Et plus précisément, je commence à en parler, ça rayonne dans l'IR, mais ce sont principalement les molécules de CO2 et d'H2O qui vont rayonner. Donc ça, on va en reparler, on va le développer un petit peu. Donc, à droite, vous avez ce qu'on va appeler le feu industriel, la combustion industrielle au XXIe siècle, et à gauche, ce qui se passait il y a 1,7 million d'années. Cela dit, sur les installations, aujourd'hui, souvent, on voit encore des flammes qui sont jaunes, oranges, en panache, comme il y a sur l'image de gauche. Et là, c'est dommage. Ça veut quand même dire que sur ces installations-là, on est un petit peu en retard en termes de maîtrise de la combustion, un petit peu en retard, c'est-à-dire à peu près 1,7 million d'années. Cela dit, la combustion, c'est toujours quelque chose qui est à la pointe de la recherche, hein. On n'a toujours pas fait le tour de toutes ces problématiques de combustion, donc ça fait toujours l'objet d'intenses recherches, principalement pour trouver les compromis entre stabiliser la combustion, avoir une combustion efficace, tout en minimisant la partie émissions polluantes au niveau des NOx, au niveau du CO principalement. Donc, continuons. La réaction chimique de la combustion, là, on commence un petit peu à la présenter. Alors là, on va faire réagir une molécule de CH4 avec de l'oxygène. Le CH4, pourquoi? Parce que c'est le constituant principal du gaz naturel, hein, qui est assez répandu dans les installations. Et alors, cette diapo, elle reste quand même importante parce que vous voyez que finalement, on rentre initialement du carbone avec 4 hydrogènes, c'est du CH4, du méthane, et que cet atome de carbone, il va se transformer en CO2, c'est-à-dire qu'il va se recombiner avec 2 atomes d'oxygène. C'est-à-dire que pour que cette recombinaison se fasse, il va falloir que l'atome de carbone rencontre les atomes d'oxygène. Et là, on commence déjà à donner, à travers cette représentation basique, on commence déjà à donner une définition du brûleur. C'est-à-dire que finalement, un brûleur, c'est quoi? C'est un outil de mécanique des fluides qui est là pour réaliser le meilleur mélange entre le combustible et le comburant. Donc le brûleur, c'est un outil de mécanique des fluides qui est là pour augmenter les probabilités de rencontre entre ma molécule de carbone et les atomes, enfin mon atome de carbone et mes atomes d'oxygène, et de la même façon, augmenter les probabilités de rencontre entre mes atomes d'hydrogène et mes atomes d'oxygène qui vont se dissocier et seront combinés en H2O après. Donc là, on est en train déjà de définir, de donner une définition du brûleur, hein, outil de mécanique des fluides, donc basé sur des écoulements, qui est là pour réaliser le meilleur mélange. Et là, tous les brûleurs ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des brûleurs qui sont très bien conçus, qui arrivent à réaliser un mélange quasiment parfait, ce qui va nous permettre de faire des réglages au plus proche de la stoichiométrie sans apparition de CO. Et en parallèle, on va avoir des brûleurs dont la conception n'est pas aussi bonne, qui ont une capacité à réaliser le mélange qui est un temps en dessous, et donc on ne pourra pas travailler au plus proche de la stoichiométrie. Et donc, quand on a justement des brûleurs qui mélangent mal, pas suffisamment bien, qu'est-ce qui va se passer? Pour être sûr qu'à un moment donné, mon atome de carbone ou mon atome d'hydrogène arrive à rencontrer l'oxygène, je vais augmenter ma quantité de molécules d'oxygène en disant au plus j'en mets, au plus la probabilité que ces atomes d'oxygène rencontrent mes atomes de carbone et d'hydrogène sera importante. Et c'est comme ça qu'on en vient à augmenter l'excès d'air. Et comme vous le savez, l'excès d'air, c'est une source de pertes. Ça va augmenter les pertes aux fumées.
en plus que diminuer les températures de flamme. Donc voilà, juste à travers cette représentation, on est en train de parler de brûleurs et aussi des performances des brûleurs et jusqu'où les réglages pourront aller. Donc tous les brûleurs ne se valent pas. Donc, quand on fait un réglage de brûleur, généralement, on fait le réglage de brûleur avec plusieurs critères qui vont être quelles sont les émissions polluantes. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir du CO dans les fumées, est-ce qu'il va y avoir des NOx dans les fumées. Et généralement, les arrêtés préfectoraux sont souvent basés là-dessus. Ce sont ces deux aspects qu'on regarde la plupart du temps. Donc, la partie émission de CO, alors qu'est-ce qui va se passer? Là, on a 3 scénarios possibles. Dans le premier cas, j'ai la bonne quantité d'air, j'ai la bonne quantité de combustible, et malgré tout, j'ai des brûlés à la cheminée. Bon, si le brûleur ne mélange pas, ou s'il y a un mauvais mélange, là, j'aurais beau faire tous les réglages que je veux, on va vite atteindre les limites du brûleur. Et là, c'est un problème de conception au niveau du brûleur. Donc, on va pouvoir essayer d'arranger les choses avec du réglage, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un problème de conception. Deuxième cas de figure, ici, on a la bonne quantité d'air, la bonne quantité de combustible. Seulement, on va avoir des longueurs de flamme qui vont être importantes et on va avoir peut-être un mélange qui est bien réalisé, mais dans une zone du four où il fait trop froid et la combustion ne peut pas se développer, ne peut pas s'auto-entretenir. C'est souvent le cas des applications basse température, donc ce sont les premiers paliers qu'on va avoir sur du traitement thermique, par exemple. Alors, je dis ça parce que température d'auto-inflammation, on a notre norme, là, la 746.2, qui nous dit qu'il faut être au-dessus de 750 degrés pour que le mélange soit réputé inflammable. Dans les livres, on s'aperçoit que l'auto-inflammation, ça apparaît à partir de 550, 650 degrés selon le combustible et selon les auteurs. Mais voilà, ça veut dire que si on est à des températures de four qui sont inférieures à ça, on peut avoir un bon mélange, mais si la flamme est longue, à ce moment-là, ce mélange ne sera pas à la bonne température pour qu'il y ait la combustion et on va retrouver du CO en cheminée. Et là, on en vient à dire que c'est important d'avoir une combustion compacte, structurée, locale au nez du brûleur. C'est-à-dire que la combustion doit être compacte et localisée au nez du brûleur. Si on a des combustions qui sont très longues, on s'expose à un moment donné à peut-être avoir une molécule d'oxygène qui rencontre une molécule de combustible, mais si on n'a pas la bonne température, ça ne va pas brûler. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des imbrûlés dans les cheminées. Et puis, troisième cas de figure, à ce moment-là, on peut avoir la bonne proportion de combustible, la bonne proportion de comburant, on peut avoir un bon mélange, seulement je viens souffler de l'air froid directement sur la flamme. Et ça, c'est par exemple le cas des générateurs d'air chaud. Un générateur d'air chaud, pour faire du séchage, par exemple, selon la conception de l'installation, si on vient souffler l'air directement sur la flamme, à ce moment-là, on va faire du glaçage de flamme. C'est-à-dire que toutes ces réactions chimiques entre le combustible et le comburant qui sont en train de se développer, si je souffle froid dessus, je vais figer ces réactions chimiques. Elles n'auront plus le niveau énergétique, le niveau de température nécessaire pour s'auto-entretenir. Et on fait du glaçage de flamme. Et la combustion s'arrête brutalement et on fait du CO. Alors, on vient de voir à travers ces 3 exemples-là que avec le réglage des brûleurs, on ne peut pas faire face à toutes les situations. Il peut y avoir effectivement des problèmes de réglage, ça c'est certain, mais il peut aussi y avoir des problèmes de conception au niveau des brûleurs et de conception au niveau des installations. Les réglages brûleurs peuvent améliorer les choses, mais ça ne pourra pas apporter des solutions dans toutes les configurations. Et ensuite, une fois qu'on a parlé du CO, l'autre problème auquel on est confronté, c'est le problème des NOx. Et quand on fait des réglages de brûleurs, c'est trouver le bon compromis pour ne pas faire trop de NOx, de façon à satisfaire les arrêtés préfectoraux. Donc là, la formation des NOx, il y a 3 types de formation, hein, c'est le thermique, le précoce et les NOx à partir du combustible. Donc le thermique, c'est quoi? C'est l'azote de l'air, l'air ambiant qui nous entoure, l'air de combustion. Cet azote, les molécules d'N2 vont se casser et seront combinées avec de l'oxygène. Ça, généralement, ça se fait à haute température. Ensuite, on a les NOx, les précoces. Donc ça, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre le radical CH et les molécules d'N2. Et on va avoir les NOx qui proviennent du combustible, c'est-à-dire
les composés azotés qu'il y a dans le combustible. Donc là, on va plutôt s'adresser au domaine de la chimie, aux gens qui font de l'incinération, avec des effluents, même des effluents riches, hein, qui ont un PCI suffisamment élevé, mais qui contiennent justement des composés azotés. Et là, c'est assez facile finalement de faire des NOx, donc assez difficile de les éliminer. Donc vous voyez sur la courbe de gauche, là, on a une corrélation entre les NOx et la température, et on s'aperçoit que à partir de 1400 degrés, grosso modo, à partir de 1400 degrés, on va avoir une augmentation exponentielle de la formation des NOx. Et là aussi, le réglage brûleur, en fait, c'est un compromis. Et on a souvent affaire justement à des compromis en disant il faut arriver d'une part à avoir une combustion stable au niveau du brûleur sur toute sa plage d'utilisation, ne pas faire de CO ou pas trop, et ne pas faire de NOx ou pas trop. Et généralement, le réglage consiste à avoir un compromis entre tous ces paramètres de façon à être satisfaisant. Alors, on ne sera peut-être pas parfait sur tous les points, mais en tout cas, ça restera un compromis acceptable. Donc finalement, le réglage, c'est aussi bien souvent une affaire de compromis. Donc finalement, pour réaliser une combustion maîtrisée, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a 5 éléments à satisfaire en même temps. Il faut du combustible, il faut du carburant qui soit correctement mélangé, dans les bonnes proportions et suffisamment chaud. Si on a tout ça à la fois, normalement, on arrive à avoir une combustion maîtrisée. Donc la partie réglage de brûleur, ça permet aussi de satisfaire ces 5 éléments. Ces cinq points qu'il faut satisfaire en même temps. Là, ici, on a des exemples de flammes. Alors, ces exemples de flammes sont quand même assez intéressants. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Parce que c'est basé sur de l'auscultation visuelle. C'est-à-dire que quand on est industriel, quand on exploite des fours, des installations comme ça, c'est vraiment important d'aller faire des inspections visuelles de ce qui se passe à l'intérieur des fours et de regarder les formes de flammes. Sur l'image de gauche, on a des espèces de patatoïdes. Donc les flammes ressemblent à des patatoïdes qui sont oranges, très lumineuses, qui rayonnent dans le visible. Ça ressemble beaucoup au feu d'il y a 1,7 million d'années. C'est un petit peu dommage de retrouver ce type de combustion dans des installations modernes, dans des installations industrielles où on a besoin justement de produire au moindre coût. Sur les images de droite, là en revanche, on a des combustions qui sont compactes, intenses, localisées au nez du brûleur. Et là, on est vraiment dans l'efficacité, c'est-à-dire que en termes de probabilité de rencontre entre les molécules de combustible et les molécules d'oxygène, là pour le coup, on est vraiment efficace. C'est ça qui permet d'avoir des flammes compactes localisées au nez des brûleurs. Voilà, donc il faut plutôt éviter les flammes qu'il y a sur la gauche, et cela dit, on en trouve et on en voit quand même assez fréquemment. Du reste, les photos que j'ai pu faire là, je ne les ai pas inventées. Et sur les images de droite, on a ce qu'il faut faire. Alors, la notion de réglage de brûleur à ce niveau-là, ça reste un compromis aussi. Si à la base, il n'y a pas de maintenance sur les brûleurs, si on ne se soucie pas de l'état du brûleur, c'est-à-dire le diffuseur au niveau du gaz et au niveau de l'air, on pourra faire tous les réglages qu'on veut. Si le brûleur est en mauvais état, ça ne va pas très bien fonctionner. De la même façon, si on a une mauvaise conception de brûleur, on va vite atteindre les limites en termes de réglage. Donc maintenant, quand on parle de réglage, il faut que les réglages soient adaptés aux caractéristiques du combustible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un brûleur va pouvoir être utilisé avec les mêmes réglages et avec n'importe quel type de combustible. Donc chaque combustible a ses propres caractéristiques. Donc les brûleurs et les réglages doivent être propres à ces caractéristiques. Donc là, on va passer en revue quelques caractéristiques, les principales. Donc on a, vous voyez sur la partie gauche, que finalement, tous les combustibles produisent à peu près la même température de flamme. On est à peu près à 2000 degrés, température théorique de flamme, température adiabatique, celle qui est calculée. Donc tous les combustibles produisent à peu près une température de l'ordre de 2000 degrés. Après, on peut parler aussi du gaz de haut fourneau qu'on va rencontrer dans l'acidé, où on a des températures de flamme de l'ordre de 1350 degrés, ce qui est beaucoup plus faible. Mais voilà, tous les combustibles ont à peu près ce niveau de température. Ensuite, sur l'image de droite, vous avez l'évolution de la température en fonction du facteur d'air, c'est-à-dire en fonction de l'excès d'air. Et vous voyez qu'au plus on augmente l'excès d'air, au plus la température chute. Et donc, si la température est faible, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de réaliser du transfert thermique.
Donc là, on est en train de commencer à parler du lien qu'il va y avoir entre température de flamme, réglage de l'excès d'air et capacité à transférer la chaleur. Ensuite, ici, sur la partie de gauche, vous avez des limites d'inflammabilité. Et là, vous voyez que les combustibles n'ont pas tous les mêmes limites d'inflammabilité. Si on prend par exemple le méthane, qui est le constituant principal du gaz naturel, on a des limites d'inflammabilité comprises entre 5 et 15%. C'est-à-dire que le CH4, là, le méthane, doit représenter entre 5 et 15% du volume total, c'est-à-dire combustible plus comburant, pour que ce soit inflammable. Donc pour le gaz nat, ça va être de cet ordre, à peu près 5-15%. Mais vous voyez que si vous brûlez de l'hydrogène, vous allez être sur une plage de 4 à 75, c'est-à-dire qu'il y a des combustibles qui vont supporter beaucoup plus facilement la combustion, qui seront beaucoup plus tolérants, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des réglages nettement moins précis. Si vous prenez du butane, par exemple, vous êtes inflammable entre 1,8 et 8,4%, donc la fenêtre se rétrécit. Donc il faut être encore plus précis en termes de réglage. Ça veut dire que selon les combustibles qu'on utilise, il faut aussi avoir du matériel adapté, donc des brûleurs qui soient adaptés, mais peut-être aussi avoir une régulation de la mesure qui soit adaptée pour avoir une régulation, une combustion maîtrisée. Sur la partie de droite, vous avez des vitesses de déflagration. Alors ces vitesses de déflagration, vous voyez que sur les combustibles usuels, méthane, propane, vous êtes compris entre 30 et 40 cm par seconde, alors que pour l'hydrogène, vous allez approcher les 300 cm par seconde. Vous avez un coef de 10 à peu près. Ça veut dire que les combustibles ne vont pas tous brûler à la même vitesse. Et l'hydrogène est beaucoup plus rapide. Et l'hydrogène, c'est sur du méthane, par exemple, c'est 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. Bon, ça veut dire que là aussi, selon le combustible que vous utilisez, vous allez avoir des tolérances en termes d'accrochage de flamme, par exemple. Vous avez des tolérances plus ou moins importantes selon les combustibles que vous utilisez. Et donc, si vous avez un combustible qui brûle moins bien, il faudra compenser avec une bonne technologie de brûleur et un bon réglage au niveau des brûleurs. Donc, revenons-en au transfert thermique. Donc, on a déjà vu ce schéma tout à l'heure. On a parlé de transfert thermique, on a parlé de conduction, de convection et de rayonnement. Et vous voyez qu'à chaque fois, les transferts thermiques s'écrivent de la même façon. Ils sont tous proportionnels à un coefficient d'échange, une surface d'échange et un écart de température entre l'émetteur et le récepteur. Alors, le coefficient d'échange, comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre coefficient d'échange? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les transferts thermiques? Donc sur la partie combustion, c'est la conductivité divisée par l'épaisseur, c'est le transfert à l'intérieur de la charge. Là, normalement, vous n'avez pas beaucoup de levier sur ce lambda, cette conductivité thermique, parce que c'est propre à votre charge. Ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de limiter la calamine, par exemple. La calamine va constituer une résistance thermique, surtout quand elle a commencé à faire du millefeuille, se décoller. Donc ça va faire une résistance thermique, ça va moins bien conduire. Mais vous ne pourrez pas faire grand-chose. Sur la partie convection, pour augmenter les transferts thermiques par convection, vous pouvez augmenter le H. Le H, c'est quoi? C'est ce coefficient d'échange qui va être fonction de la vitesse d'écoulement et de la température. Alors là, ça commence à être intéressant parce qu'on parle de vitesse d'écoulement. Qu'est-ce qui va produire une vitesse d'écoulement des produits de combustion à proximité de la charge? Ça va être les brûleurs. C'est-à-dire que ce sont les brûleurs, les écoulements de produits de combustion, c'est l'impulsion de la flamme au nez du brûleur qui va produire de la turbulence, qui va produire du brassage à l'intérieur de l'enceinte. Et là, selon les technologies de brûleurs que vous utilisez, vous allez être plus ou moins bien servi. Vous prenez des brûleurs jet à très forte vitesse d'éjection, vous allez avoir un très bon brassage. Si vous utilisez des brûleurs à faible vie, avec des ouvreaux de diamètre relativement important, avec des flammes longues, là, en termes de brassage, vous ne serez pas bon du tout. Donc là, on commence à parler de maîtrise des écoulements à l'intérieur de l'installation. Et donc, régler un brûleur, c'est quoi? Régler un brûleur, c'est peut-être, plutôt que d'avoir plusieurs brûleurs qui fonctionnent à petite puissance, plutôt couper certains brûleurs pour que ceux qui fonctionnent, eux, fonctionnent à forte puissance, de façon à engendrer du brassage dans l'enceinte, et de façon à augmenter le transfert convectif. Et puis sur la partie rayonnement, vous avez ce epsilon,
qui est le coefficient d'échange par rayonnement. Donc c'est l'émissivité. Et c'est l'émissivité de quoi? C'est l'émissivité des produits de combustion, plus particulièrement des molécules de CO2 et d'H2O. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter l'émissivité. Et en fait, cette émissivité est proportionnelle à la pression partielle de CO2 et d'H2O. Ça veut dire que quand on a de l'excès d'air, on va rajouter de l'air en plus dans nos produits de combustion, et donc on va diminuer la pression partielle de CO2 et d'H2O, et donc on va diminuer l'émissivité, et donc on va diminuer la capacité des produits de combustion à rayonner sur la charge. Donc on pénalise les transferts thermiques. Donc la finalité du réglage de brûleur, c'est justement de travailler au plus proche de la stoichiométrie pour avoir les températures de flamme élevées, mais aussi pour améliorer l'émissivité des gaz et améliorer la qualité des transferts thermiques. Sachant que sur des installations à forte température, haute température, 900, 1000 jusqu'à 14, 1600 degrés, ce sont les transferts thermiques qui sont prépondérants. Et sur les installations plutôt à basse température, on a l'habitude de dire que c'est la convection qui est prépondérante. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces coefficients d'échange? On vient de répondre. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter les surfaces d'échange? Il faut faire du brassage dans l'enceinte pour concerner la plus grande partie de la surface de la charge. Donc, c'est régler les brûleurs pour qu'ils travaillent sur une plage de puissance élevée, donc peut-être couper certains brûleurs. Et puis, c'est augmenter l'écart de température, le delta T, entre l'émetteur et le récepteur. Et pour augmenter cet écart de température, c'est augmenter la température de flamme. Et là, on revient encore à la même chose, c'est-à-dire travailler au plus proche de la stoichiométrie. Et vous voyez que en rayonnement, on est en température exposant 4. C'est-à-dire que quelques degrés de plus sur la température de flamme à l'exposant 4, ça va avoir un effet important par rapport à quelques degrés de plus en convection. Donc pour améliorer la performance, on a dit qu'il fallait faire des réglages au plus proche de la stoichiométrie de façon à augmenter la température de flamme. Donc vous voyez qu'avec 50% d'excès d'air, vous êtes à peu près à 1400 degrés, alors que quand vous travaillez au plus proche de la stoichiométrie, vous vous approchez des 1900 degrés. C'est-à-dire que vous allez avoir à peu près 400 à 500 degrés d'écart dans les deux configurations, et 4 à 500 degrés à l'exposant 4, c'est énorme. Donc pour transférer le plus possible d'énergie, il faut agir sur la combustion, agir sur les réglages et travailler au plus proche de la stoichio. Après, en termes de pertes, vous avez sur l'image de droite l'augmentation de la consommation due à l'excès d'air. Alors, prenons l'exemple. Par exemple, vous avez un four qui fonctionne à 1000 degrés, une température d'enceinte à 1000 degrés. Vous mesurez 5,25% d'oxygène dans les fumées. Donc, vous allez couper la courbe ici. Ça représente une surconsommation de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que vous avez un four à 1000 degrés, vous mesurez 5 points d'oxygène dans les fumées, vous êtes à pas loin de 30% de consommation supplémentaire. Vous avez un four qui est à 750 degrés et vous mesurez 3,8, quasiment 4 points d'oxygène dans les fumées, vous êtes à plus 10% sur la consommation. Donc finalement, ça va vite. D'une part, quand vous avez de l'excès d'air, vous faites des pertes et en plus, vous pénalisez les transferts thermiques via la température de flamme. Ensuite, vous pouvez également préchauffer l'air de combustion. Préchauffer l'air de combustion, généralement, pour avoir des ordres de grandeur, c'est 300 degrés de plus sur l'air, c'est environ 10% d'économie d'énergie. Donc 300 degrés sur l'air plus 10%, c'est 10% d'économie d'énergie. Vous voyez que 300 degrés sur l'air, en fait, c'est le même gisement que réduire l'excès d'air. C'est-à-dire, sur cet exemple à 750-10%, si vous passez de 3,8 à une combustion qui se rapproche plutôt d'un 0% d'oxygène sans apparition de CO, vous faites le même gisement. Sauf que dans ce cas, en faisant que du réglage au niveau de l'excès d'air, ça va vous coûter le prix d'un réglage. Donc finalement, ce n'est pas énorme. Alors que si vous voulez installer un récupérateur, il faut installer le récupérateur, changer toutes les tuyauteries, changer les brûleurs, refaire les réfractaires au niveau des ouvreaux. Donc la solution est quand même beaucoup plus coûteuse. Donc avant de partir sur des solutions de ce type-là, ça veut dire qu'en amont, il faut déjà bien maîtriser les installations, bien maîtriser les excès d'air. Ensuite, vous pouvez faire aussi de la suroxygénation. C'est-à-dire que vous pouvez suroxygéner l'air jusqu'à avoir de l'oxycombustion, ce qui va vous permettre d'augmenter vos températures de flamme. Ça veut dire que votre température de flamme, vous pouvez l'augmenter soit en suroxygénant, soit en travaillant plus proche de la stoichiométrie via le réglage de l'excès d'air. Donc,
Donc, c'est vrai qu'après, en oxycombustion, vous allez quand même aller beaucoup plus loin parce que vous pouvez monter à des températures de flamme de 2800 degrés. Donc, ça vous fait presque 800, 900 degrés. Ouais, allez, 1000 à 800 degrés de plus sur votre thé à l'exposant 4, donc les transferts thermiques beaucoup plus importants. Ce qui représente, en règle générale, entre 10 et 50% d'économie d'énergie sur le gaz nat. Mais en revanche, après, il faut acheter l'oxygène, quoi. Alors là, on a parlé surtout de cette partie lien qu'il va y avoir entre les transferts thermiques et la combustion, donc la partie réglage. OK, mais il y a des prérequis avant ça, hein. Donc on va parler de la régulation. Si votre régulation est mal réglée, si elle n'est pas efficace, vous pouvez faire tout le réglage que vous voulez au niveau des boilers, vous n'obtiendrez pas des résultats satisfaisants. En termes de mesures de débit, si vous avez des mesures de débit qui sont fausses, pour pouvoir régler un débit d'air, un débit gaz et travailler au plus proche de la stoichiométrie, il faut des débits qui soient justes. Donc là aussi, il y a des prérequis sur les débits. Mesure de température dans le four, il faut que ces mesures de température soient représentatives de l'état thermique de la charge. Parce que c'est bien de faire un réglage de brûleur, mais si vos mesures de température dans l'enceinte ne sont pas représentatives, l'installation va réguler, mais sur des valeurs qui ne sont pas représentatives, donc vous n'allez pas gagner grand-chose. À minima, il faut également faire des analyses de combustion périodiques, régulièrement, pour détecter les dérives et avoir un suivi des performances avec des indicateurs représentatifs. Et ça, ces indicateurs, bien souvent, ils sont absents. C'est-à-dire que souvent, on va regarder une consommation en fin de mois, mais la consommation en fin de mois, c'est bien pour gérer des budgets, mais pour gérer un process, il faut l'avoir en continu, pour savoir s'il y a des dérives, pour pouvoir adapter les réglages en fonction des produits qu'on va passer dans les installations. Bon, puis évidemment, après, faire la chasse aux entrées d'air parasites. Si on fait un réglage brûleur avec une combustion stoichiométrique, mais qu'à côté de ça, on a des portes qui sont fuyardes avec des joints qui ne sont pas efficaces et qu'on fait rentrer l'air par là, finalement, on n'a pas gagné grand-chose, quoi. Donc voilà, ça, on vient de parcourir tous les liens qu'il va y avoir entre les transferts thermiques et la combustion. Et puis on va s'arrêter là sur la présentation. Après, ce sont des thématiques dont on peut parler pendant vraiment longtemps. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà, donc Alexandre, je te repasse la parole. Ouais, super. Merci beaucoup Loïc, super instructif. C'est évident que la priorité, c'est déjà de maîtriser son outil avant d'aller plus loin. En fait, ça paraît un peu évident, mais c'est vrai que c'est pas toujours ce qui est fait. Et puis bon, voilà, c'est la première phase de la démarche de transition énergétique. Donc c'était super intéressant. Merci beaucoup. Euh, donc vous avez la possibilité de poser vos questions. Alors, on n'a pas reçu beaucoup pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez vu le petit onglet en bas, Q&R. Sinon, mettez-les dans le chat, hein. On n'est pas, on peut aussi les gérer comme ça. Alors là, j'ai une question. Alors pour Loïc, alors, pour l'analyse de combustion, quels sont les paramètres à vérifier de près? Alors, analyse de combustion, il faut mesurer en même temps, à minima, l'oxygène et le CO. Quand on fait un réglage de combustion, alors je laisse à part tous les réglages spécifiques, comme dans la céramique, par exemple, où on a besoin d'avoir des combustions réductrices pour faire ressortir cette couleur blanche à la céramique. Donc, je laisse ça de côté. Mais sinon, quand on fait des mesures, des analyses de combustion, il faut mesurer systématiquement l'oxygène et le CO. C'est vraiment le minimum à mesurer. Et quand on fait un réglage brûleur, en fait, c'est diminuer le pourcentage d'oxygène jusqu'à apparition du CO. Donc, diminuer le pourcentage d'oxygène pour se rapprocher de la stoichiométrie, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les courbes. Donc ça, on a développé, maintenant on comprend le pourquoi. Par contre, on ne peut pas dire je fais un réglage stoichiométrique en ayant les yeux fermés sur le CO, parce que si mon réglage stoichiométrique provoque du 300, 500, 1000 ppm de CO, ou voire davantage, je ne peux pas accepter ce réglage. Donc la démarche, c'est je fais des analyses de combustion, je diminue mon pourcentage dans les fumées jusqu'à apparition du CO. Et quand je commence à voir apparaître du CO, ça veut dire que je suis sur mon oxygène minimum tolérable par le brûleur. C'est-à-dire la conception de brûleur, sa capacité à réaliser le mélange combustible-comburant, la géométrie, probabilité de rencontre entre les différentes particules, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc mesurer à minima oxygène, CO, et après, vous pouvez mesurer les NOx aussi, et vous pouvez aussi aller chercher les meilleurs réglages pour produire le moins de NOx possible. Ok, merci.
Alors, Aymeric, pour répondre à votre question, alors on n'enverra pas la présentation. Par contre, elle a été enregistrée. Alors, vous aurez accès à on la mettra ensuite sur YouTube. On vous partagera le lien pour que vous puissiez y accéder. Donc, vous aurez et pour les coordonnées de Loïc. Bah, vous les Bah, avez à c'est l'écran, pareil, là, ils je sont crois. écrits en bas de l'écran, donc vous pouvez les prendre ici, ou alors bah, du coup, vous pouvez aussi également les récupérer dans la vidéo d'enregistrement, donc ils sont bien en bas de sa présentation. Alors là, on a des questions intéressantes, hein. Que peut-on faire pour améliorer la vitesse de déflagration? Alors les solutions qu'on a présentées là, rapprochez-vous de la Stokio, vous allez un petit peu améliorer vos vitesses de déflagration, c'est-à-dire que normalement vous devriez recoller un petit peu la flamme au nez du brûleur, utiliser de l'air préchauffé. Ça permet aussi d'augmenter les limites d'inflammabilité et d'augmenter la vitesse de déflagration. Donc ça, c'est quelque chose aussi que... Vous avez toujours mon écran, là, Alex? Oui, oui, toujours, oui. OK. Voilà. Donc ça, préchauffer l'air de combustion, ça permet d'augmenter les limites d'inflammabilité et la vitesse de déflagration. Donc voilà, ça répond à la question. Donc travailler au plus proche de la stoichiométrie, préchauffer l'air de combustion, suroxygéner, voilà. Après, bon, ce sont rapidement des solutions coûteuses. Ce qu'on peut faire avant d'attaquer ces solutions coûteuses, suroxygéner, etc., ou préchauffer de l'air, déjà, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une première idée, un premier diagnostic du brûleur, sa capacité à réaliser le mélange entre le combustible et le comburant. Parce que là aussi, après, on peut directement agir sur le brûleur, apporter des modifications à un brûleur pour améliorer sa capacité à mélanger. Et donc, si on améliore sa capacité à mélanger, on va avoir des vitesses de déflagration plus importantes et une combustion qui va être compacte, localisée au nez du brûleur. Quel est le rendement d'un brûleur efficace? Alors ça, c'est une question... Bon, en fait, chaque brûleur doit être adapté à ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que les brûleurs ne sont pas tous interchangeables. Il y a une adéquation entre le brûleur, l'enceinte dans laquelle le brûleur travaille et qu'est-ce que l'on veut faire. Vous prenez un four de verrerie, vous allez travailler à plus de 1500 degrés, ben vous n'êtes pas dans la même configuration que dans une chaudière où vous allez avoir des températures généralement au plus chaud dans le foyer à 1000 degrés au centre du foyer, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc l'efficacité le rendement au niveau du brûleur, c'est déjà en termes de combustion, il ne faut pas qu'il y ait de CO. Il ne faut pas qu'il y ait de CO avec une combustion stoichiométrique, donc ça, ce sera un très bon rendement en termes de combustion. Mais après, c'est surtout la maîtrise des écoulements de produits de combustion dans l'installation pour qu'il cède le maximum d'énergie à la charge, de façon à avoir les températures de fumée les plus basses possibles. Et donc après, ça, c'est beaucoup à quel endroit est-ce que je positionne ma charge dans le four, de façon à ce qu'elle soit dans l'écoulement de produits de combustion. Voilà, donc on peut pas répondre directement comme ça, mon brûleur a tel rendement, parce que on change de foyer et tout d'un coup, il peut s'avérer être plus du tout adapté, quoi. Pouvez-vous donner un exemple de prestation sur un site industriel, méthodologie, matériel utilisé, campagne de mesure? Des exemples. Alors, pour ma partie, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de la solution sur mesure. Du reste, là, normalement, sur l'écran, vous avez un petit descriptif. Là, j'ai marqué activité sur l'activité de l'APTEC. Donc, c'est de la solution sur mesure. Le but du jeu, c'est pas d'arriver chez un industriel avec un catalogue de solutions. En tout cas, mon objectif, personnellement, c'est pas d'arriver avec un catalogue et de dire, ben voilà, j'ai cette solution sur catalogue, je multiplie par la quantité, je vous fais un prix. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'apporter de la solution sur mesure, c'est-à-dire d'expliquer à l'industriel que l'installation a déjà le mérite d'exister, elle a déjà été payée. Si elle est ancienne, elle a déjà été amortie. Donc l'objectif, c'est d'apporter de la solution sur mesure, d'apporter des aménagements de façon à maintenir la performance, améliorer la performance. Donc après, des exemples de prestations, à l'écran, là, vous pouvez lire, ça peut être du diagnostic pour comprendre, ça peut être de l'étude, du dimensionnement, du calcul, de la recherche de solutions, ça peut être du calcul d'écoulement en 3D, ça peut être du calcul 3D de combustion, ça peut être aussi aller faire de la mesure pour faire un bilan thermique sur une installation, ça peut être de la mesure pour aller faire un état initial de l'installation, ça peut être de la simulation numérique des transferts thermiques, de la répartition de la puissance dans le four, dans l'installation.
en comparant plusieurs scénarios. Ça peut être un industriel qui me dit la conjoncture est basse, aujourd'hui mon installation est surdimensionnée, donc quand je produis, je perds en rendement, ça coûte cher, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on peut réfléchir justement sur les aménagements à apporter à l'installation. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être de la R&D, du développement de brûleurs, c'est-à-dire partir d'un brûleur existant et apporter des modifications. Ça peut être concevoir du brûleur, c'est-à-dire partir d'une page blanche à partir d'un cahier des charges et concevoir du brûleur, ou de la torchère, c'est la combustion pareil. Simulation numérique, j'en ai parlé, ça peut être de la mesure, oui, donc mesure, après c'est du traditionnel, c'est le kit minimum pour pouvoir intervenir sur les installations industrielles, à savoir analyse de combustion, mesure de pression, de température, d'humidité, de vitesse, imagerie thermique, voilà, c'est le kit minimum de façon à se faire une idée concrète et à pouvoir sortir un bilan thermique. Et aussi, ça peut passer par de la formation, ce volet formation, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais bien souvent, les industriels, quand je vais chez eux, au bout d'un moment, me disent c'est très intéressant tout ce que vous racontez, mais peut-être qu'il faudrait faire des piqûres de rappel à nos conducteurs pour les sensibiliser à toutes ces relations, toutes ces passerelles qui entre combustion, transfert thermique, diagnostic à l'œil, mesure, etc. Donc après, on peut partir sur de la formation. Pour résumer, en fait, c'est du sur-mesure. C'est pas forcément du catalogue, quoi. Alors, rapidement, pour conclure les deux dernières questions. Alors, ouais, sur la chaudière, ça dépend de la chaudière que vous avez. La température de fumée acceptable, au plus elle est basse, au mieux c'est. Alors, si vous travaillez avec du gaz naturel, en fait, le but du jeu, c'est d'avoir les températures de fumée les plus basses possibles. Pour cela, il va falloir échanger le plus possible. En sortie de foyer, en sortie de la chaudière, vous pouvez continuer à faire de la récupération en préchauffant l'eau de la bâche ou en préchauffant l'air de combustion, etc. Et là, l'objectif, c'est de ne pas tomber en dessous du point de rosée, parce que sinon, vous allez condenser dans la cheminée. Si vous fonctionnez au gaz naturel, c'est une chose. Si vous fonctionnez encore avec du fioul, ça fait des condensations acides, et là, vous bouffez tout. Voilà, donc après, ça dépend du combustible. Je dirais qu'il faut prendre le point de rosée, plus quelques degrés au-dessus pour avoir de la marge. Voilà. Après, ça dépend vraiment des chaudières et des installations. Alors là, on a une question. Est-ce que pour des brûleurs dont le mélange n'est pas optimum dans l'ouvreau, le débit passant du four aura une forte influence sur la limite d'inflammabilité du gaz? Alors, je ne comprends pas trop. Alors, là, si ça ne brûle pas dans l'ouvreau, ça veut dire que ça va brûler une partie dans le four. Après, il faut voir les longueurs de flamme qu'il y a. Là, pour le coup, j'ai déjà vu des installations, un four qui fait 4 mètres de large avec des brûleurs qui, sur le papier, étaient vendus pour avoir des longueurs de flamme de 6 mètres. Alors, c'est sûr qu'une longueur de flamme de 6 mètres dans un four qui fait 4 mètres, on n'est pas bon. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a des flammes apparentes comme ça, ce sont les flammes qui vont venir lécher les produits dans le four. Four ou chaudière, vous venez lécher les tubes d'une chaudière, chaudière à tube d'eau, vous venez lécher les tubes de la chaudière avec des flammes, vous allez bouffer les tubes. Si vous faites passer des produits à l'intérieur du four et que la flamme vient lécher les produits, vous allez bouffer les produits. Donc ça fait des impacts de flammes, ça peut faire de la calamine, ça peut détruire. Enfin, c'est pas très bien, quoi. Alors après, pour cette notion de limite d'inflammabilité, alors est-ce que derrière cette question, est-ce que le produit passant dans le four refroidit trop l'enceinte à tel point que on arrive mal à maîtriser la combustion et ça modifie les limites d'inflammabilité? Est-ce que c'est ça la question? Là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donc, Isis Dureuil, je ne sais pas trop comment répondre. Parce que je ne comprends pas trop la question. Bon, après, de toute façon, là, à l'écran, vous avez mes coordonnées, donc si vous voulez qu'on en discute. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez tout en main, là. Pour conclure, déjà, encore merci. Merci déjà à vous tous d'avoir participé à ce webinaire, mais merci surtout à Loïc pour ton intervention. Voilà, donc c'est un peu donc c'était le premier webinaire. Le prochain, on s'attaquera aux échangeurs, aux stockeurs de chaleur, d'énergie. Donc on verra ça. On vous donne rendez-vous dans un mois pour poursuivre ce deuxième webinaire. En attendant,
prenez contact avec Loïc, vous avez ses coordonnées, prenez contact avec Ecotech Ceram. On est là pour pour vous accompagner dans la transition énergétique. Voilà, donc vous avez en lien le pré-diagnostic que je vous ai mis dans la conversation. N'hésitez pas à le remplir, comme je vous ai dit, 5 minutes, ça mange pas de pain. Et puis ça peut vous permettre aussi d'avoir une idée de par où il faut commencer votre travail. Donc voilà, donc c'est un peu le mot de la fin. Merci encore Loïc. Et puis on vous transférera du coup l'enregistrement sur les adresses mail que vous avez mis enfin on les mettra plutôt sur YouTube et puis on vous enverra les liens. Ça évitera de faire des transferts de fichiers très énergivores. Donc voilà, merci à tout le monde et puis bonne fin de journée et à dans un mois. Très bien, merci à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir.